Première semaine de l'an 2021, semaine complète, il faut le dire. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Premium du matin. Je vais déjà vous lire l'arrêté de l'article 2, décret 2013-711 du 18 octobre 2013 portant interdiction de l'usage du téléphone et de tout autre moyen de communication en situation de conduite. Il est interdit à toute personne en situation de conduite automobile l'usage du téléphone portable et de tout autre moyen de communication. Bonjour Monsieur Ekou. Bonjour Alice. Le libellé, il est exact, il est complet? Tout à fait, il est très bien dit. D'accord. Parce qu'après, dans le décryptage, on comprendra. Parce que des fois, on a quand même quelques dérogations en même temps, c'est vrai? Il n'y a pas beaucoup de dérogations en matière de téléphone au volant. Il faut toujours une exception à une règle. Peut-on rappeler les sanctions en matière de téléphone au volant tout de suite? Les sanctions sont assez complexes à expliquer, mais elles sont plus sévères que ce à quoi on pense. L'usage du téléphone au volant est puni, est une infraction pénale. C'est une infraction qui constitue une contravention de deuxième classe, qui dans la loi est punie d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs et d'une amende forfaitaire de 1 000 francs. Donc c'est la première sanction. Et à cette sanction-là, on va ajouter l'amende administrative de 10 000 francs, l'amende à laquelle les Ivoiriens sont plus habitués. Mais pour dire que la sanction est beaucoup plus sévère que les 10 000 francs, donc au minimum 11 000 francs. Et au-delà de la sanction, la récidive va être sanctionnée plus sévèrement. La loi dit que, enfin le décret dit que lorsque vous commettez cette contravention 3 fois de suite dans un délai de 3 mois, on peut même vous retirer votre permis de conduire, on peut vous suspendre votre permis de conduire, pour dire que la sanction est beaucoup plus sévère que celle à laquelle on pense. Si tant est que vous avez été archivé au niveau de la sanction. Il est facile d'être archivé, puisque chaque fois que vous commettez l'infraction, normalement, dans les conditions de sanction, vous recevez un PV. Et le PV est quand même la preuve que vous avez commis l'infraction. Ces PV sont archivés pour qu'on ait une traçabilité de l'infraction. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Bien sûr. Alors, on parle d'utilisation du téléphone au volant. Alors, faut-il utiliser le téléphone au volant? Comment utiliser le téléphone au volant? Avant même qu'on en arrive aux sanctions et tout. J'allais dire, il ne faut surtout pas utiliser le téléphone au volant. C'est le principe recherché. Oui. Mais il y a beaucoup d'incompréhension. Il faut préciser qu'on a la législation que je connais qui fait partie des plus sévères. Chez nous, comme Alice l'a lu, on interdit l'usage du téléphone au volant tenu en main, qui est très courant, très connu. Mais on utilise tout autre moyen de communication. Donc, on va utiliser le kit main libre, le Bluetooth qu'on a dans la voiture. On va utiliser même l'interdiction de porter des écouteurs, des oreillettes pendant qu'on conduit. Donc, on va même aller plus loin pour dire que ça peut interdire l'utilisation du téléphone comme outil pour écouter la musique, puisqu'on est tout autre en état de marche. Oui. On peut même interpréter en disant qu'on va interdire l'utilisation de la radio pour les agents de sécurité qui le font souvent. Donc, il est très large, donc on ne l'utilise pas souvent. Il faut comprendre qu'on n'utilise pas le téléphone au volant. C'est ce que le décret en Côte d'Ivoire tente de faire savoir, contrairement à d'autres pays où c'est juste le téléphone tenu en main qui est réprimé. Chez nous, c'est l'usage dans son entièreté. Il faut d'abord retenir ça. Il faut retenir aussi qu'on dit utiliser en situation de conduite. On ne dit pas au volant, comme on dit, en situation de conduite. Donc, la situation de conduite est très large, est très vaste. Vous garez votre voiture sur le trottoir, le moteur allumé pour téléphoner, vous êtes en infraction, puisque vous êtes en situation de conduite. Le droit routier considère que la situation de conduite est chaque fois que la machine, le moteur est mis en marche et que l'usager, il est dans les environs. L'automobiliste, plutôt le conducteur, est dans les environs. Vous avez stationné, vous êtes devant votre voiture, le téléphone au volant, vous êtes en situation de conduite. Donc, c'est des infractions. Donc, il est très difficile de dire comment utiliser le téléphone au volant. Ah ben, j'allais en venir, parce que finalement, comment l'utiliser dans les règles de l'art sans toutefois marquer l'infraction? Il faut quitter la situation de conduite, le plus important. Donc, si vous voulez garer, comment? Si vous voulez garer, vous devez stationner. Donc, stationner dans les règles comme le code le prévoit, stationner sans pouvoir gêner la circulation, éviter le stationnement gênant. Donc, il faut d'abord stationner en bonne et due forme, éteindre son moteur, et puis on est libre, on a quitté la station de conduite, on est libre de téléphoner autant qu'on veut. Quelle que soit l'urgence. Quelle que soit l'urgence, parce qu'on a parlé d'exception, il y a juste 2 corps de métier qui ont l'exception. Ouais. Les personnes assimilées aux agents de secours, aux forces de secours et les personnes assimilées, et bien évidemment les forces de l'ordre et des policiers. À part les 2 exceptions-là. Et les médecins? Les médecins ne sont pas vraiment assimilés à des agents de secours. On va parler plutôt des ambulanciers, des pompiers. Mais bien évidemment, le médecin, peut-être parce qu'ils sont assimilés, il peut avoir des dispositions particulières qui lui permettent de téléphoner au volant. Mais il faut qu'ils soient assimilés donc de façon expresse, puisque le décret ne cite que des agents de secours. Donc les agents de secours, c'est les pompiers. Pensez-vous qu'elles soient incomplètes à ce niveau-là? Il faudrait quand même l'élargir à d'autres corps? Oui, il faut quand même réécrire le texte parce qu'en certaines dispositions, il va être difficile d'être appliqué. Il faut réécrire le texte parce que
on aura quelquefois besoin de permettre à des personnes, comme les médecins que vous avez cités, mais à d'autres personnes, à d'autres acteurs. Des fois, nous-mêmes ici aussi, il faut dire la vérité, des fois on a des urgences, on se retrouve appelé pour aller gérer certaines urgences. Vous savez, la télé, ça n'attend pas, ou la vie ou l'information, ça n'attend pas. Donc, des fois, on est dans des situations cocasses. Je veux comprendre très bien, mais si on demandait à chaque automobiliste, il dirait qu'il est dans une situation d'urgence aussi très souvent. Donc, non, mais, ça se mesure à des exceptions toutefois. Des exceptions, voilà, on est bien sous des horaires atypiques. Hein. Je suppose que nos téléspectateurs le conçoivent. J'ai vu Thierry commencer très tôt, depuis 5 h du matin. Ben oui, avec tout le monde. Donc, alors, voilà. monsieur Ekou, ce que vous dites, c'est bien beau, c'est intéressant, et puis on sent que c'est complexe, hein, cette affaire de téléphone en état de conduite. Alors, nous constatons sur nos routes qu'il y a beaucoup de manquements à cette règle. Alors, incivisme, négligence ou méconnaissance même de cette loi? Les trois à la fois, plus mauvaise écriture de la loi, à mon avis. Pour un juriste averti. Mauvaise explication. Par exemple? Dans les deux cas. C'est vrai qu'on a tendance à croire qu'on parle de téléphone au volant. Tout à l'heure, on vient de se rendre compte que c'est bien plus large que ça. Et donc, il arrive. Je n'ai pas menti, je me suis trouvé face à des usagers de la route qui n'ont pas compris la notion de situation, à des officiers de police judiciaire qui n'ont pas bien compris le sens de situation de conduite. J'ai des cas où la personne n'a pas payé parce qu'il disait non, je ne suis pas en train de conduire. Pourtant, on vient de se rendre compte qu'un stationnement sur la voie publique, le moteur allumé, toute situation de conduite. Et avec ça, il faut aussi comprendre que pour des juristes avertis, l'amende administrative qui est 10 000 francs, parce que ce qu'il va vous demander en premier, qui est les 10 000 francs, n'est pas totalement expliqué ou bien peut-être pas complète. Donc, beaucoup de personnes peuvent se retrouver à ne pas payer les 10 000 francs parce qu'ils disent non, c'est une amende administrative. Toi, l'officier de police judiciaire, le test qui est censé compléter le décret pour que tu puisses percevoir n'existe pas. Donc, il m'est arrivé de voir des gens discuter, j'ai dit à tort et à travers peut-être, mais ils ont discuté pour dire que le policier n'est pas habilité à réclamer les 10 000 francs. Ça, peut-être que c'est des débats de juristes. À ce niveau-là, au niveau de l'amende que vous nous avez expliqué ici, qui part ou qui démarre à partir de 1 000 francs jusqu'à 10 000 francs, la graduation pour pouvoir fixer le montant, comment elle se fait? Et puis, qui a compétence pour et à qui on paye finalement? D'accord. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'usage du téléphone au volant, enfin, l'interdiction est sanctionnée par deux sanctions. Il y a la sanction pénale, qui est la contravention, comme elle constitue une contravention de deuxième classe, qui est fixée de 1 000 francs à 10 000 francs. C'est une contravention en principe. C'est au juge qui revient de fixer le montant qui correspond à ce que vous devez payer par rapport à ça. Mais la contravention de deuxième classe donne lieu au paiement d'une amende forfaitaire. C'est une procédure selon laquelle je me reconnais coupable d'avoir commis une infraction, une contravention. Je paye les 1 000 francs. C'est à la fois une procédure, une condamnation et le paiement de la sanction. Donc, ça donne lieu à une amende forfaitaire de 1 000 francs. Vous allez voir le PV, le policier va donner 1 000 francs pour le téléphone au volant. Les 1 000 francs ne sont pas suffisants pour sanctionner une infraction aussi grave que le téléphone au volant. L'État a décidé d'y adjoindre l'amende administrative, qui est 10 000 francs. Donc, mais la demande administrative, ce n'est pas le policier, ce n'est pas une infraction pénale, ce n'est pas une sanction pénale, c'est une sanction complémentaire. Et donc, il faut qu'elle soit prononcée par l'autorité de tutelle administrative selon les règles en matière administrative. Et un arrêté est censé être pris pour expliquer comment ça se fait. Dans la pratique, M. Ekou, qu'est-ce qui se passe? Dans la pratique, tout le monde prend les 10 000 francs. Tout le monde prend les 10 000 francs parce que, bon, comme je l'ai dit, et ceux qui ne veulent pas payer, qui ont les moyens de discuter, ils vont se mettre à discuter chaudement. Dans la pratique aussi, il est difficile pour l'officier de police judiciaire de constater l'infraction parce que les avoirs sont très rusés. Ils vont vous déposer le téléphone sur la jambe. Oui. Tu as l'impression qu'il est en train de chanter, mais il est en train de communiquer. Donc, rapidement, même, on peut mettre la musique. Rapidement, voilà, exactement. Et beaucoup pensent que, beaucoup discutent parce qu'ils pensent que les simples écouteurs ne constituent pas l'infraction. La difficulté, c'est que, puisqu'il faut que ce soit en marche, il faut que l'outil de communication soit en état de fonctionnement, le fait de voir le kit va être difficile d'établir qu'on est en communication. Donc, il va te dire, non, j'ai oublié, je l'ai laissé là. Alors, et pourtant, il est en train de communiquer. Donc, il y a tellement de manières d'éluder ces textes-là qu'il est un peu difficile pour les usagers. Mais quand on vous attrape, bien évidemment, très souvent, on vous attrape le téléphone en main. Il va être difficile de contester, là. Oui. Ou on ne pourrait pas tout simplement vérifier l'heure du dernier appel si ça rentre... Exactement, ça prendra du temps. La grosse difficulté même, c'est lorsqu'on va utiliser le téléphone comme GPS. C'est très courant. Ah oui, effectivement, parce que pour s'orienter aujourd'hui, on est connecté. C'est très courant depuis un moment. Oui. Est-ce qu'on tombe sur le coup de l'infraction? Oui. Parce que quand on dit de quelque manière que ce soit, on suppose que oui. Mais pourtant, c'est très courant. Surtout que vous allez très souvent quitter la route. Donc il y a une révision finalement de cet arrêté. Ça dépend. Dans les travaux préparatoires, le législateur ivoirien voulait être très sévère, il voulait sanctionner parce qu'on n'avait pas conscience
du danger que constituait l'usage du téléphone au volant. Donc on a voulu être très sévère. Je me rappelle qu'il y en a qui avaient même proposé, dans les tests préparatoires, qu'on puisse sanctionner le piéton qui traversait la route avec le téléphone à l'oreille, puisqu'il constitue un danger pour l'automobiliste. Bon, on n'en est pas arrivé là, mais c'est pour dire que nos autorités tiennent à sanctionner le plus sévèrement possible. Et je suis d'accord qu'on sanctionne sévèrement parce que la distraction au volant fait partie des premières causes de gravité d'accident. Donc il est normal qu'on puisse sanctionner, mais il faut peut-être réécrire en tenant compte de certaines réalités, de certaines pratiques, et puis ajuster les sanctions pour éviter toute controverse. OK. Donc vous confirmez là que ces sanctions sont très sévères pour certaines personnes qui le disent? Oui, les sanctions sont très sévères. On s'est rendu compte que les contraventions donnaient lieu à des paiements d'amende forfaitaire de 1000 francs. 1000 francs, c'est banal. Et c'est des tests qui datent des années 63. La dévaluation est passée par là, l'inflation est passée par là, mais on est toujours à 1000 francs. Oui. On n'a pas beaucoup d'infractions qui sont sanctionnées jusqu'à 11 000. Donc c'est une sanction très sévère. Il faut juste la mettre en application de façon plus rigoureuse. Bien sûr. Et elle est méritée aussi, cette sanction. Alors, M. Ekou, c'est vrai qu'on parle de somme d'argent, 1000 francs, 11 000, on paye 10 000. Où va cet argent? Les sanctions pénales, les amendes rentrent dans le recette de l'État. Oui. En principe, on les paye au Trésor. C'est censé aller au Trésor, oui, jusqu'à preuve de contraire. C'est censé aller au Trésor. Et il y a, bon, bien évidemment, au Trésor, il y a des modes de répartition. Je ne peux pas aller au-delà de ça, mais ça va au Trésor. Donc, comme une contravention, la difficulté pour l'amende administrative, c'est qu'on n'a pas encore défini l'autorité. Tu vas la percevoir, mais peu importe l'autorité, la perception est faite au nom du Trésor de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, l'argent est censé aller au Trésor de l'État de Côte d'Ivoire. Merci d'ajouter « censé aller ». Non, l'argent va au Trésor de l'État de Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens sont des bonnes foi. C'est clair, ça c'est clair. Alors, Monsieur Ekou, finalement, avec tout ce qu'on vient de constater là comme sanction, qu'elle soit administrative ou qu'elle soit pénale, comment finalement utiliser son téléphone? D'accord. Comment ne pas l'utiliser? Peut-être qu'il faut qu'on prenne conscience des dangers que constitue parce qu'il y a tellement de préjugés. On s'est dit, ah, mais si téléphoner au volant, c'est comme discuter avec un passager. Il n'y a pas de différence. Des fois, je réponds à ceux qui me le disent. Quand vous avez dans la voiture un enfant derrière vous qui vous appelle trop souvent, qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui demandez de se taire parce que voilà, restez tranquille. C'est pareil. La différence de l'usage de téléphone en situation de conduite est grande par rapport à une simple discussion avec un passager. Le passager, il a la conscience du danger. Il peut même s'arrêter de parler pour vous signaler une infraction ou bien une difficulté sur la route. Il peut vous interpeller. Ce qui ne sera pas possible avec le téléphone au volant. Ça, c'est un. De deux, le téléphone au volant va faire appel à des capacités d'imagination, à des capacités qui vont vous déconcentrer bien plus vite que lorsque vous discutez avec un simple passager. Donc, il faut qu'on soit conscient que le téléphone au volant, il est dangereux pour soi, il est dangereux pour les autres. Et comme je dis, si on sort les statistiques, on verra que ça fait partie des premières causes d'accidents. Donc, il faut souvent prendre le temps de ne pas téléphoner, de ne pas décrocher, même de ne pas voir l'appel. Parce que quand ça sonne, oui, le premier effet, c'est de voir si c'est un appel important ou pas, pour voir si on va garer ou pas. Il faut attendre de quitter la situation de conduite, de quitter la circulation, de stationner dans les règles de l'art et essayer de voir, soit rappeler la personne, soit attendre. Il y a des applications qui sont mises en place pour mettre le téléphone en mode route, comme on le met en mode avion. Okay. Donc c'est pour dire combien de fois il faut faire un effort sur soi de ne pas prendre le téléphone. C'est vraiment un effort qu'il faut faire et puis rappeler la personne plus tard. Assez simple. Hein? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire un peu comme quand on va à l'église ou bien quand on est en réunion, mettre le téléphone sur silence carrément et puis après le reprendre? Ce sera la meilleure solution, le mettre sur silence carrément parce que, comme je l'ai dit, rien que la sonnerie va alerter votre esprit pour celui qui est habitué à téléphoner. Va alerter votre esprit, prendre le téléphone. Et je préfère aussi dire qu'on a l'impression que comme on ne roule pas vite, on peut juste prendre un coup de fil dans l'embouteillage. Ben, je vous assure que les accrochages sont très courants parce qu'on est déconcentré, on est distrait rapidement. Voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur, premier lundi de l'année 2021. On vous souhaite encore une excellente année et vous allez sentir cette belle année aussi sur RTI1 avec tout ce que nous allons vous proposer. Aujourd'hui, on vous propose investissement avec M. Guy Abi Nogues. Il est expert en investissement, règles à observer en matière d'investissement. Nous allons parler de ça aujourd'hui, M. Guy Abi Nogues. Alors, répétition pédagogique, on le sait. On va peut-être dire encore à nos téléspectateurs qu'est-ce que c'est qu'investir, c'est quoi la définition de l'investissement? Écoutez, un investissement, c'est faire une dépense immédiate avec pour objectif de tirer un bénéfice dans le futur.
Lorsque vous décidez d'investir, c'est bien évidemment pour avoir des gains dans le futur, parce que quand vous décidez d'investir, vous avez un projet que vous voulez absolument réaliser. De manière plus simple, réaliser un projet et puis avoir de l'argent. Voilà. Alors justement, tout processus à enclencher demande un minimum de connaissances sur les usages. Et pour investir, c'est un projet aussi, donc il faut quand même maîtriser quelques règles de base. Quelles sont donc ces règles de base à observer pour pouvoir mieux se lancer dans un projet d'investissement? Alors la première des règles, c'est d'abord de comprendre avant d'agir. Quand on dit comprendre d'agir, c'est de dire que lorsque vous décidez d'investir, vous devez effectivement savoir ce que vous voulez faire de votre investissement. Alors, il va falloir que vous vous approchiez d'un spécialiste pour savoir à quel type de profil vous répondez, savoir si vous avez une aversion donc, au risque, avant donc notamment de choisir vos produits. Parce qu'on va vous proposer une panoplie de produits, mais par rapport à tous ces produits-là, il y a un comportement à observer par rapport à tous ces produits. Vous n'êtes pas censé acheter tout type de produits. Vous voyez, vous n'êtes pas censé acheter tout type de produits parce que si vous achetez un peu n'importe quoi et que vous faites n'importe quoi dans votre portefeuille d'investissement et que vous vous éparpillez, vous allez sûrement vous planter. Donc, il va falloir donc observer, j'allais dire cette règle-là, poser des questions, essayer donc d'en savoir davantage, notamment sur vous-même, votre profil pour le risque, votre profil d'investisseur, et puis savoir quelles sont les valeurs sur le marché qui pourraient éventuellement donc aller avec vous, qui pourraient vous intéresser par rapport à votre aversion au risque. Petite piqûre de rappel donc pour décliner les différents profils, comment on procède? Vous avez d'abord l'âge, vous avez ensuite la situation patrimoniale et la situation familiale, vous avez votre horizon de placement, vous avez également votre sensibilité donc, au risque, et puis vous avez vos objectifs d'investissement. Lorsque tout cela est mis ensemble, vous pouvez maintenant définir votre profil pour le risque. Alors, vous avez soit un profil prudent, soit un profil équilibré, soit un profil agressif. D'accord. Alors, c'est vrai que nous allons parler un peu de tous ces détails pour permettre aux gens de comprendre quelles sont toutes ces règles et comment surtout investir. Vous avez commencé avec comprendre avant d'agir. Il y a plusieurs d'autres règles. On peut en avoir encore pour les décortiquer même. Oui, tout à fait, tout à fait. La seconde règle, c'est bien de diversifier vos placements. Quand on parle de diversifier vos placements, ça veut dire que dans la constitution de votre portefeuille d'investissement, vous devez avoir la plupart des titres qui existent sur le marché financier. Par exemple, vous ne pouvez pas investir uniquement en actions ou uniquement en obligations. Vous ne pouvez pas investir uniquement donc, en fonds communs de placement ou uniquement en société d'investissement à capital variable. Il faut faire un mélange de tout. Il faut faire un mélange de tout. Il faut même, dans la possibilité donc, des cas, ajouter même de l'immobilier. Comme ça, vous avez un portefeuille qui est largement diversifié. Et plus votre portefeuille est diversifié, moins vous courez donc des risques par rapport à votre portefeuille. Et pour ces différentes déclinaisons et dispositions-là, le téléspectateur se dira, ah bien, il va nous falloir beaucoup d'argent. Non, je l'ai dit tantôt ici sur ce plateau qu'il ne faut pas beaucoup d'argent pour investir. Vous savez, le marché financier offre des possibilités, notamment d'investir. Tout à l'heure, je parlais des fonds communs de placement. Je parlais également donc des SICAV. Vous voyez, les fonds communs de placement, par exemple, ce sont des copropriétés de valeurs immobilières qui vous donnent droit à des parts. Et une part, elle peut coûter 1 000 francs, elle peut coûter 2 000 francs. Justement, j'aime votre pragmatisme parce qu'on allait en venir à des seuils, à des montants précis pour pouvoir acquérir ou investir. Voilà. Donc, une part peut coûter donc 1 000 francs, soit 1 000 francs, soit 2 000 francs, soit 5 000 francs. Et donc, à ce niveau donc, de prix, vous pouvez investir. Et quand vous investissez dans une part de fonds communs de placement, le fonds commun de placement lui-même, il est diversifié dans sa constitution. Il est composé à la fois d'actions, d'obligations, certainement donc des titres du marché monétaire. Et vous voyez que quand vous achetez une part, vous avez toute la panoplie des produits financiers que vous achetez en même temps. Ça devient intéressant, cette... Ben oui. Alors, c'est vrai que vous parlez de 1 000 francs, vous parlez de parts et tout. Concrètement, pour le téléspectateur qui nous regarde, moi, j'ai envie d'investir, j'ai envie de mettre mon argent dans une vente de, je dis n'importe quoi, de vêtements, de chaussures et tout. Comment est-ce que je procède? Alors, la première des choses que vous devez faire, c'est d'abord de vous rendre auprès d'un spécialiste. Vous voyez, il y a des spécialistes sur ce marché, le marché financier de l'UEMOA, qu'on appelle donc des sociétés de gestion d'intermédiation ou des sociétés de gestion de patrimoine. Lorsque vous allez approcher ces spécialistes, ils vous conseilleront sur la démarche que vous devez suivre, notamment pour pouvoir investir sur le marché. Et avec ces spécialistes, vous allez constituer un portefeuille d'investissement. La première des choses que feront ces spécialistes, c'est de vous dire, en vous posant une série de questions, c'est pour pouvoir déterminer d'abord votre profil d'investisseur. Ensuite,
surtout tester votre sensibilité par rapport au risque. Et à partir de là, ces spécialistes vont vous proposer une série de produits financiers qu'ils détiennent en leur sein. On peut avoir des fonds communs de placement uniquement composés d'actions ou d'obligations. On peut avoir des fonds communs de placement qui sont un mixte d'actions, d'obligations, des titres du marché monétaire. C'est ce que je vous recommande d'ailleurs personnellement. C'est ce que je recommanderais donc à tous les téléspectateurs d'aller tout de suite dans la diversification. Justement, avant qu'on en arrive à la poursuite des règles de base, est-ce que cette entité-là est vraiment usitée de votre position? Et où les trouver finalement? Parce que ça paraît très lointain. Hein? Non, ça ne paraît pas lointain. Ils sont sur le marché. Ils sont sur le marché. C'est comme les banques. C'est comme les banques. Quand aujourd'hui vous voulez avoir affaire à une banque, vous vous rendez principalement à la rue des banques. Et il se trouve aussi que principalement la plupart des banques disposent de ces sociétés-là, de ces sociétés de gestion d'intermédiation et des sociétés de gestion de portefeuille. Et d'ailleurs, à travers votre banque, vous pouvez aujourd'hui ouvrir un contre-titre auprès donc de ces sociétés-là, et puis commencer tout doucement, votre épargne, commencer tout doucement à investir. Alors, c'est vrai que nous parlons de règles à suivre pour pouvoir être à l'aise dans notre démarche d'investissement. Alors, est-ce qu'il y a des règles bien définies où on peut peut-être s'en créer en fonction des objectifs qu'on veut? Non, les règles sont très bien définies en matière d'investissement. Oui. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous voyez, par exemple, quand il y a une règle qui dit « apprenez à vous connaître », quand on dit « apprenez à vous connaître », c'est de savoir quel est le type de profil que vous représentez, notamment par rapport au marché. Est-ce que vous êtes d'un profil prudent? Est-ce que vous êtes d'un profil équilibré? Est-ce que vous êtes d'un profil agressif? Parce que vous avez des gens qui se comportent, permettez-moi l'expression, comme des requins sur le marché. Ils sont à la recherche de toutes sortes d'opportunités pour pouvoir donc investir. Ça, c'est le profil vraiment agressif. Voyez? Et de manière générale, ce sont les jeunes qui se comportent comme cela. Dès qu'ils ont compris le principe donc, de l'investissement, ils commencent à investir tout azimut. Mais ce n'est pas la bonne démarche du tout. Non, je ne peux pas dire que ce n'est pas la bonne démarche. Voyez, c'est vrai qu'il ne faut pas investir tout azimut. On peut avoir un profil agressif et puis investir de manière intelligente sur le marché. Il faut surtout investir de manière intelligente sur le marché. Autre règle de base à observer? Alors, autre règle de base, il faut, par exemple, avoir, comme on appelle, par rapport au marché, il faut toujours définir, je l'ai dit, son horizon de placement. Quand vous voulez aller sur le marché, ce qui est important, c'est de savoir, il y a 3 éléments qui sont importants. Il y a le risque que vous êtes prêt à encourir, il y a l'horizon de placement pendant lequel vous voulez donc investir, et puis évidemment, il y a le rendement, c'est-à-dire donc les gains que vous escomptez dans le futur. Vous voyez? Alors, l'horizon de placement vous amène tout de suite à dire je ne veux pas investir, par exemple, pour 2 ans, 3 ans. Si j'investis pour 2 ans ou 3 ans dans le marché, bien évidemment, vous ne gagnez pas d'argent. Vous voyez, parce que le marché vous amène à respecter, j'allais dire, cette règle de patience à long terme, vous amène à définir, donc, plutôt à appliquer le principe du long terme par rapport à votre portefeuille d'investissement. Et donc, c'est très, très, très important. Vous parlez du marché. Comment réagir quand ce marché-là, il est volatile? Quand le marché est volatile, il faut simplement rester patient. Je vous ai dit tantôt, quand vous investissez pour le long terme. Vous n'investissez pas pour 2 ans, 3 ans, voire moins de 5 ans. Oui. Voilà. Alors, si vous réagissez par rapport à la volatilité du marché, vous risquez de tout perdre. Vous voyez? C'est-à-dire, au moindre soubresaut du marché, vous essayez de rééquilibrer votre portefeuille d'investissement, vous n'êtes pas dans un processus d'investissement. Vous êtes à la recherche d'opportunités sur le marché et par rapport donc, à cette opportunité, vous réagissez, notamment par rapport au soubresaut du marché. Mais quand vous êtes dans un processus d'investissement, vous dites j'achète une action X, j'achète une obligation Y, ou j'investis dans un fonds commun de placement ou dans une SICAV, dans ces conditions-là, vous restez patient et vous observez le marché. D'ailleurs, quand vous regardez un peu les résultats de la bourse, au cours de l'année 2020, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, le BRVM10, c'est-à-dire l'indice, notamment l'indicateur du marché financier pour les 10 valeurs les plus actives du marché, a perdu un peu plus de 12%. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ça veut dire que si vous aviez un portefeuille d'investissement, mettons de 1 million de francs CFA, votre portefeuille a perdu 12% de sa valeur. Vous voyez, ça veut dire à peu près 120 000 francs CFA. Donc si vous, aujourd'hui, vous liquidez ce portefeuille d'investissement, vous allez seulement recueillir du marché que 880 000 francs CFA. Vous voyez, vous avez perdu physiquement 12%. Mais tant que vous ne vendez pas, cette perte, elle est juste potentielle. Vous voyez? Parce que là, on rentre maintenant en l'année 2021, le marché va s'équilibrer, va se rééquilibrer et va se relancer, c'est sûr. Et à partir de cet instant, la perte que vous avez observée au cours de l'année 2020,
Il va sans dire qu'au cours de l'année 2021, vous allez être dans un processus, j'allais dire, croissant, et vous allez donc récupérer votre perte potentielle et même avoir ce que je pourrais appeler un gain potentiel. Finalement, ça devient encore des probabilités. Puisqu'on reste toujours sur la valeur incertaine, quoique il faut assez baliser. Pour en revenir au portefeuille, par exemple, d'un investisseur, quelle est la bonne attitude à adopter? Parce que ce qu'on voit, c'est clair que les uns et les autres ne dégagent pas en tant que tel un montant bien précis. On prend tout son patrimoine et puis on espère investir pour que ce soit fructifié et tout ça. Est-ce que c'est la bonne attitude? Non, non, ce n'est pas du tout la bonne attitude. La bonne attitude à observer, il faut avoir, j'allais dire, une règle de conduite. Sur ce plateau, tantôt, j'ai dit que lorsque vous décidez d'investir et que vous avez des revenus réguliers, par exemple, tirés d'un salaire, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de répartir les dépenses ou bien toutes les dépenses allouées à votre salaire. Et ce que j'appelle dépenses, j'inclus même votre décision d'investissement. Voyez? Donc, si vous affectez, par exemple, 15% de votre salaire à votre portefeuille d'investissement, 10% à un compte d'épargne, parce qu'il faut absolument donc avoir une épargne de précaution quand vous rentrez dans un processus d'investissement, et ça fait d'ailleurs partie des règles à observer, et ensuite, les 75% restants, vous les affectez à vos dépenses courantes. Et cela, il faut le faire de manière régulière. Et si vous le faites de manière régulière, vous êtes dans un processus d'investissement. Voyez? Sécurisé. Sécurisé. Ce qui est important en matière d'investissement, c'est la régularité. La régularité. Alors, dès lors que vous imposez une certaine régularité, dès lors que vous imposez une certaine constance dans votre investissement, vous allez sûrement donc avoir un portefeuille consistant à long terme et portefeuille pour lesquels vous allez bien évidemment avoir des rendements meilleurs. Alors, il faut faire avec ce qu'on a. Hein. Oui, faut monsieur, effectivement. Monsieur Guy-Abi, une question sur les règles d'or qui existent depuis bien longtemps, mais avec l'arrivée des nouvelles technologies et ces nouvelles habitudes que nous avons, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas avoir une réactualisation quelque part? Non, parce que vous savez, le marché, il est très conservateur. Le marché en lui-même, il est vraiment très, très, très conservateur. Vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez la bourse, on a une cotation continue au niveau de la bourse régionale des valeurs mobilières. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Vous pouvez avoir un cours d'action aujourd'hui que vous achetez, mettons, je dis n'importe quoi, à 15 000 francs, à 9 h du matin, à midi, il peut valoir 20 000 francs. Vous voyez? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas pour autant dire que vous devez changer vos habitudes. Les habitudes que vous avez en matière d'investissement restent et demeurent les mêmes. Donc l'adage des vieilles mamies qui font des bonnes sauces, c'est applicable aussi en investissement? C'est complètement applicable et totalement applicable. Alors on a d'autres règles encore à observer pour pouvoir mieux être aguerri avant un investissement. On en décline d'autres? Oui, je parlais tout à l'heure notamment d'avoir ce qu'on appelle donc une épargne de précaution. Vous voyez, l'épargne de précaution, pourquoi? Parce que quand vous décidez donc d'investir, vous avez vu tout de suite dans la déclinaison que j'ai faite, j'ai parlé donc de mettre 10% de votre salaire dans un compte d'épargne, ce que j'appelle donc une épargne de précaution. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Vous voyez, l'épargne de précaution vous sert à faire face à tous les contre-coups qui pourraient donc se poser à vous. Parce que vous n'allez pas à chaque fois aller toucher à votre portefeuille d'investissement pour retirer de l'argent et faire face donc aux contre-coups qui se présentent à vous. Par contre, si vous avez cette épargne de précaution-là, vous pouvez en ce moment donc puiser de l'argent dans cette épargne de précaution et faire face à ce contre-coup-là. Donc c'est très important, quand vous rentrez dans un processus d'investissement, d'avoir toujours cette épargne de précaution. Même au-delà, je veux dire, même si vous n'êtes pas dans un processus d'investissement, dans la vie courante, il est conseillé et recommandé d'avoir toujours une épargne de précaution. Alors, on va toujours rester avec ces règles à observer là, mais on va aller un peu sur ces personnes qui ont envie d'investir et qui sont à l'extérieur du pays. On parle de ces règles qui sont les mêmes depuis la nuit des temps et tout. Quel message donner à toutes ces personnes qui ont envie d'investir mais qui sont à l'extérieur, ces personnes qui ont envie d'être rassurées? Mais alors, c'est toujours très simple. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez des professionnels du marché. C'est comme si vous êtes à l'étranger et puis vous avez une banque domiciliée ici à Abidjan et vous voulez faire une opération à Abidjan. Qu'est-ce que vous faites? Vous contactez votre banque directement parce que vous avez un compte chez cette banque-là et puis vous donnez des instructions à la banque et la banque va exécuter les instructions que vous avez données. C'est la même chose. Vous avez ces spécialistes du marché qui sont là. Vous pouvez les approcher donc depuis l'extérieur. Parce que vous avez peut-être certainement ouvert un compte titre avec ces spécialistes-là. Et puis, vous les approchez, vous leur donnez donc des instructions. Leur dites, par exemple, je veux acheter
je sais pas, un certain nombre de valeurs sur le marché financier, ou je veux vendre un certain nombre de valeurs sur le marché financier, et ces spécialistes-là vont tout de suite exécuter l'ordre que vous avez donné en fonction, bien évidemment, du contenu positif, de vos avoirs positifs dans votre compte. Parce que le marché ne vend pas à crédit. Tout à fait. Voilà, il faut donc absolument que vous ayez donc des revenus dans votre compte titre, qui est composé à la fois de titres et d'espèces. Voyez. Et donc ces espèces doivent vous permettre de pouvoir donc réagir par rapport au marché et couvrir donc toutes vos dépenses que vous effectuez sur le marché. Alors, Monsieur Abi, concomitamment entre les règles de base et l'incidence que l'on pourrait avoir sur des exemples palpables pour nos téléspectateurs, car la case, elle est faite pour pouvoir emmener nos téléspectateurs à passer à l'acte. J'ai envie de vous poser la question de savoir, pour un investisseur qui voudrait tout de suite, qui n'est pas patient, il faut le dire, qui veut récupérer de l'argent sous un court terme ou investir en même temps, avoir son RSI rapidement, quelle est la démarche à observer et où s'orienter? Ben alors, pour un tel investisseur, je pense que ce qui est important pour lui, il faut qu'il ait un profil, notamment, pardon, son objectif d'investissement doit être tourné vers une perception de revenus immédiate. Voyez. Donc, dans la perception de revenus immédiate, il va d'abord, préserver son capital, bien évidemment, et puis il va aller dans la diversification. Il va, c'est vrai, acheter des actions, il va acheter des obligations, il va acheter des billets de trésorerie. Pourquoi notamment ces valeurs? Les obligations, par exemple, vont lui permettre de toucher, j'allais dire, des intérêts tous les ans. Voilà, des intérêts tous les ans. C'est le minimum ou Oui, parce qu'à chaque obligation est associé donc des intérêts qui sont payables annuellement. Donc tous les ans, il va toucher des intérêts. Sur les billets de trésorerie, par exemple, quelquefois les intérêts sont payables tous les 3 mois. Mais malheureusement, sur les billets de trésorerie, puisqu'on est sur le marché monétaire, les intérêts ne sont pas aussi élevés qu'on peut donc l'espérer. Vous allez peut-être toucher du 2 ou 3%. Et sur les obligations, vous pouvez même toucher jusqu'à 6, voire même 6,50%. Vous voyez? Voilà. Mais par contre, quand il va investir dans les actions, le rendement peut être beaucoup plus intéressant. Mais là, il va falloir user de patience. Merci à vous. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Alix, nous sommes déjà à la fin de cette émission et on va, avec beaucoup de plaisir, se retrouver encore demain. Tout à fait. Avec le même entrain, on vous souhaite une belle journée.